Que dit l'article 1 de notre Constitution nouvelle? L'article 1 dit « Le peuple est la source de la loi ». Sous-entendu, la loi est la source du pouvoir. Puisque, rappelons qu'on parle volontiers de la séparation des pouvoirs, on dit qu'il y a un pouvoir législatif, un pouvoir exécutif, un pouvoir judiciaire. Or, il apparaît, lorsqu'on regarde comment marchent les choses, que le seul vrai pouvoir, c'est le pouvoir législatif, qui donne le cadre du travail du pouvoir exécutif, qui exécute, comme son nom l'indique, et du pouvoir judiciaire, qui va interpréter les lois, qui va appliquer les lois pour ce qui concerne les infractions, notamment au code pénal. Donner tout le pouvoir législatif au peuple, n'est-ce pas faire du populisme? N'est-ce pas également aller contre l'intérêt général? Car l'intérêt général, ce n'est pas une somme d'intérêts particuliers. Alors, le populisme. On parle effectivement beaucoup de populisme actuellement. Récemment, le président Obama, qui vient de perdre, dont le camp vient de perdre l'élection américaine, a dit avant de se retirer qu'il fallait faire attention au populisme. Ce qui veut dire que ce mot comporte une connotation péjorative. Alors, voyons un peu qu'est-ce que c'est que le populisme. Tout au moins, lorsqu'on nous pose la question votre constitution n'est-elle pas populiste? Cela sous-entend qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon dans cette constitution. Et pourtant, le populisme, si on regarde la définition du mot, c'est quelque chose c'est un mode de pensée, un mode d'action qui s'attache à mettre en premier les intérêts du peuple. Et si on regarde les premiers articles de la Constitution de 58, on s'aperçoit que le mot « peuple » figure très très souvent, que le seul principe, nous avons vu que ça n'en était pas un, mais le seul principe qui se veut être affirmé par la Constitution de 58, c'est justement gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc il semble bien quand même que la Constitution de 58 soit populiste. Alors, faire du populisme, oui, apparemment, c'est ce qui est déjà contenu dans les objectifs de la Constitution de 58. Mais en fait, lorsqu'on nous taxe de populisme, ou lorsqu'on nous pose la question du populisme, il y a derrière cette accusation l'idée que un régime politique va manipuler le peuple. Faire du populisme, si on prend cette acception dans un sens péjoratif, c'est cela que ça veut dire. Ça sous-tend la démagogie, ça sous-tend un pouvoir élitaire qui va utiliser de façon habile les aspirations du peuple, en fait, pour obtenir ce qu'il veut. Cette définition ne peut absolument pas convenir à notre Constitution, puisqu'elle établit réellement les décisions majeures, elle fait en sorte que les décisions majeures soient prises par le peuple. Alors, il faudrait faire aussi un petit peu d'histoire pour bien comprendre ce qu'il y a derrière populisme. Ce système représentatif, et qui est le système démocratique aujourd'hui choisi par pratiquement toutes les démocraties du monde entier, a vu le jour à partir des révolutions du milieu du XVIIIe siècle, notamment en France, à la révolution de 1789, qui a mis à bas la monarchie. Et il faut se référer au fameux discours de Emmanuel Joseph Sieyès de septembre 1789. Sieyès disait en substance devant l'Assemblée « Mes chers amis, nous avons fait la révolution pour mettre à bas le principe tyrannique et le principe autocratique de la monarchie.
Nous avons mis à bas cette monarchie pour mettre en place la démocratie. La démocratie, c'est, bien entendu, mes chers amis, un système où c'est le peuple, et rien que le peuple, qui fabrique les lois, et non plus le prince par voie divine, par délégation divine. Mais voyez-vous, mes chers amis, le problème, c'est que notre peuple n'est pas assez instruit et n'a pas assez de temps libre pour fabriquer la loi. Donc nous ne pouvons pas faire la démocratie, et en fait la France ne sera pas une démocratie. Je cite in extenso les termes de Sieyès. Sieyès n'est pas n'importe qui. Sieyès est le rédacteur du Sermon du Jeu de Paume. Il est l'un des principaux artisans de la rédaction de la première constitution de l'an 1. Il a été ensuite directeur pendant le directoire et premier consul pendant le consulat. Et Sieyès termine en disant « Nous n'allons pas faire la démocratie, nous ne pouvons pas faire la démocratie, la France ne peut pas être une démocratie, elle sera une démocratie représentative, ce qui est une variante, enfin ce qui est largement différent de la vraie démocratie. Elle sera une démocratie représentative et le peuple va se nommer des mandataires, c'est-à-dire les députés, et ce seront eux, ce sera cette petite minorité de députés qui feront la loi. Donc, Sieyès, déjà en 1789, rejette le populisme. Il est l'artisan, avec d'autres, de la mise en place d'une démocratie représentative, qui est une démocratie de l'élite, au détriment du peuple. La deuxième partie de votre question est également extrêmement intéressante. Vous dites, mais si le peuple a tout le pouvoir de faire les lois, en quelque sorte, si nous sommes dans la dictature de la majorité, ce qui est effectivement une façon de décrire la démocratie directe ainsi, l'intérêt général ne sera pas forcément respecté parce que l'intérêt général, ça n'est pas une somme d'intérêts particuliers. Alors c'est quelque chose qu'on entend souvent. On entend souvent dire que l'intérêt général, ça n'est pas une somme d'intérêts particuliers. Mais cette affirmation est complètement gratuite. Alors, faisons un petit retour sur la notion d'intérêt général. L'intérêt général est une notion qui, chez nous, en tout cas dans les pays latins et notamment en France, fonde pratiquement tout le droit public. C'est-à-dire que c'est en vertu de cette notion qu'on va valider la plupart des dispositions du droit public. Il importe donc, effectivement, de savoir qu'est-ce que c'est que l'intérêt général. Alors, je reviens sur ce que je disais. La conception anglo-saxonne définit, lui, l'intérêt général comme résultant des intérêts individuels. Mais lorsqu'on dit la somme des intérêts individuels, nous n'acceptons pas cette formulation. Nous disons plutôt la majorité des intérêts individuels. La somme, ça voudrait dire qu'on additionne tous les intérêts individuels et qu'on obtient quelque chose. On ne peut mathématiquement, logiquement, rien obtenir en additionnant. Donc il ne s'agit pas d'additionner, il ne s'agit pas de faire une synthèse consensuelle, il ne s'agit pas de faire une proportion d'intérêts qui sont plus puissants que d'autres et donc d'évaluer les forces en présence. Il s'agit effectivement de dire que l'intérêt général, c'est ce qu'exprime la majorité. Et là, nous sommes d'accord sur la définition de l'intérêt général. Parce qu'après tout, qu'est-ce que c'est que l'intérêt général? Dans le droit français, il n'y a aucune définition de l'intérêt général. Il y a des indications qui sont données. Ainsi, on sous-entend que c'est un intérêt qui dépasse l'intérêt individuel, qui est plus ambitieux que la somme des intérêts individuels. En fait, c'est une finalité à laquelle l'individu
doit se soumettre. Et l'intérêt général, ça devient en fait le credo et l'axiome intégré par une certaine partie de la population, voire un certain lobby. Prenons des exemples. Le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, un certain nombre de personnes considèrent que c'est un axiome qui n'est pas discutable, et que donc c'est l'intérêt général. Et que si, d'aventure, il y avait une consultation populaire demandant au peuple une question, posant au peuple une question sur le réchauffement climatique, qui mettrait qui viendrait en contradiction avec l'axiome GIEC du réchauffement climatique, ces gens-là diraient « mais le peuple va contre l'intérêt général ». Deuxième exemple, le nucléaire. Un certain nombre de groupements, un certain nombre de mouvements considèrent qu'il faut arrêter le nucléaire, que le nucléaire est un danger pour l'humanité, et que ça n'est pas discutable. Et que si on fait un référendum sur le nucléaire, et que les gens, que la majorité des citoyens se prononcent pour la continuation du nucléaire, on aura là aussi un résultat contraire à l'intérêt général. Comme ça s'est passé en Suisse récemment. Comme ça s'est passé en Suisse, on pourrait prendre l'exemple aussi du Brexit, où les Anglais ont décidé de sortir de l'Union européenne et où certains commentateurs ont dit « mais vous voyez, quand on donne la parole au peuple, eh bien on obtient quelque chose qui est contraire à l'intérêt général ». Mais alors, où est l'intérêt général? Par exemple, personnellement, moi j'ai un axiome qui est que l'agriculture industrielle est le plus grand péril et la plus grande nuisance produite par la civilisation industrielle. Et que c'est un axiome d'interdire l'agriculture industrielle. C'est donc, pour moi, bon, je parle à titre personnel, et sans doute un certain nombre de personnes avec moi, pour moi, l'intérêt général supérieur, c'est d'interdire l'agriculture industrielle. Prenons la démographie. Je fais partie également de ceux qui pensent qu'on est en situation d'urgence démographique et que l'intérêt général, c'est de réduire la démographie. Bon, vous voyez donc que la notion d'intérêt général est une notion qui n'est pas définie, est une notion qui est floue, est une notion dans le droit français, puisque dans le droit anglo-saxon ils sont clairs par rapport à ça, dans le droit français, l'intérêt général émane d'une élite, émane d'un corps, d'un groupe, qui considère qu'il y a des choses qui sont des axiomes et qui ne doivent pas être votées. Alors, j'ai eu des débats récemment avec des objecteurs de croissance qui affirmaient sans problème aucun, sans timidité aucune, que, par exemple sur le nucléaire, il ne fallait pas consulter le peuple parce que l'intérêt général était qu'on arrête le nucléaire. Alors attention, je ne dis pas que je suis partisan du nucléaire, mais j'explique un peu la dérive mentale qu'on constate qu'elle génère à propos de cette notion d'intérêt général qui doit s'imposer à tous sans vote démocratique. Et pourtant, il est évident que certains choix désastreux pour l'humanité pourraient effectivement être validés par le principe de la démocratie directe. La notion d'intérêt général pourrait ainsi être bafouée. Une décision respectant l'intérêt général n'est pas forcément toujours le fruit de la consultation élargie que propose la démocratie directe. Cela pose d'ailleurs un problème majeur de choix de gouvernance, j'en conviens. Mais c'est ainsi. Bon, alors on recommence avec toujours ce principe d'intérêt général que j'ai déjà argumenté précédemment. Alors, sur ce plan, il faut bien comprendre que mon objectif n'est pas de convaincre.
Mon objectif est de donner des arguments pour que les gens qui entendront ces arguments puissent les approuver ou les désapprouver. Quand vous dites qu'il est évident que des choix désastreux pour l'humanité sortiraient de consultation des agoras, du travail, de l'activité des agoras, vous semblez en disant ça énoncer une évidence, mais pour nous ça n'est pas évident du tout. Alors, choix désastreux pour l'humanité. La Première Guerre mondiale, le 14-18, qui a fait 20 millions de morts, et dont personne ne sait aujourd'hui bien clairement pourquoi elle a été déclenchée, ne l'a pas été à la suite du fonctionnement des agoras. Elle a été décidée par la minorité oligarchique représentant de l'oligarchie et mandataire de la démocratie représentative. L'armistice de 1918 dans le wagon de chemin de fer de la forêt de Fontainebleau, qui a généré les 60 millions de morts de la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que c'était un choix désastreux pour l'humanité? Je vous laisse le soin d'y répondre. En tout cas, ça n'est pas un fruit de la démocratie directe, c'est un fruit de la démocratie représentative. Les campagnes napoléoniennes, qui ont fait des centaines de milliers de morts et qui ont mis l'Europe à feu et à sang dans les années 1800, ne sont pas le fruit de la démocratie directe. Elles sont le fruit également de la première étape de la mise en place de la démocratie représentative après la grande révolution de 1789. Plus près de nous, et à la suite du Brexit, l'homme politique Alain Juppé, à qui on demandait si il serait favorable à un référendum, c'est-à-dire une consultation en démocratie directe, en France, pour demander aux citoyens s'ils souhaitaient rester au sein de l'Union ou sortir de l'Union, a répondu stricto sensu: je ne suis pas favorable à un référendum parce que je pense que les Français vont voter, enfin qu'il y a une forte chance pour que les Français votent la sortie de l'Union européenne, et ce serait contraire à l'intérêt général. Alors, on pourrait décliner ainsi, et j'ai parlé tout à l'heure du nucléaire, dont la sortie constitue pour un certain nombre de personnes une évidence et un intérêt général. Quelqu'un d'éminent et de respectable, comme Marc Jancovici, va nous expliquer que l'activité nucléaire n'est pas plus dangereuse, plutôt moins dangereuse que l'extraction du charbon. Donc, où est l'intérêt général ? La croissance même, le phénomène de la croissance, est-ce que la croissance va dans le sens de l'intérêt général? On constate depuis l'avènement de la civilisation industrielle, toujours après les révolutions du XVIIIe siècle, que l'écart des revenus entre les revenus les plus bas et les revenus les plus hauts a été multiplié par 10 par rapport à l'écart, par rapport à ce que cet écart était au Moyen-Âge, par exemple. Bon. Est-ce que c'est la croissance qui, elle, n'est pas, encore une fois, issue de la démocratie directe, mais issue du vouloir des élites représentatives, la démocratie représentative? Est-ce que cette croissance représente l'intérêt général? Donc on voit bien que cette notion d'intérêt général est une notion totalement arbitraire, telle qu'elle est formulée en tout cas par vous et par beaucoup d'autres, et comme elle est inscrite également dans le droit français, et qu'elle ne correspond pas en tout cas à une vérification, qu'elle ne tient pas face à une vérification historique de choix qui auraient été faits de façon désastreuse par la démocratie directe. Alors que tous les grands choix désastreux qui ont été faits pendant le dernier siècle ont été faits par la démocratie représentative. Mais d'une façon plus générale, sur le fond de votre raisonnement, je citerai une phrase d'Einstein qui dit « On ne résout pas un problème
avec le mode de pensée qu'il a créé. Si on considère aujourd'hui que la civilisation industrielle se trouve face à un certain nombre de problèmes, un problème de faillite comptable, un problème de faillite thermodynamique, il va falloir résoudre ces problèmes, si tant est qu'on veuille les résoudre, avec un autre mode de pensée, c'est-à-dire avec une autre façon de fabriquer l'encadrement législatif que le système représentatif. Ensuite, vous dites, quand même, il y a un certain aveu dans ce que vous dites, que la prévalence de la démocratie représentative sur la démocratie directe pose un problème de gouvernance. Vous reconnaissez qu'il s'agit là d'avoir une minorité qui impose son bon vouloir à tout un ensemble de citoyens, mais vous dites qu'il semblerait, quand vous dites j'en conviens, il semblerait qu'il n'y a pas d'autre moyen, finalement. Il faut faire très attention à cette certitude qui, effectivement, habite beaucoup de nos concitoyens actuellement, parce que une mise en prévalence systématique d'un mode de gouvernance par les élites peut ressembler d'un certain côté à un fascisme d'État. D'autre part, on risque, à force de dénigrer systématiquement et de refuser systématiquement au peuple la consultation directe sur la plupart des problèmes importants, on risque que le peuple se mette à tomber dans un excès inverse, l'excès inverse que je viens de décrire, c'est-à-dire le fascisme des élites. On risque que le peuple tombe dans l'excès inverse, c'est-à-dire d'un refus non raisonné des élites, avec des dérives de type maoïste, c'est-à-dire où les élites vont être, parce qu'elles sont élites, vont être renvoyées au champ pour cultiver les pommes de terre, voire une dérive encore plus excessive, celle des Khmers cambodgiens, de Pol Pot, où les élites seraient carrément éradiquées. En fait, ce problème cette question de l'intérêt général, qui s'imposerait comme une vertu supérieure et qu'on n'aurait pas à discuter, qu'on n'aurait pas même à voter, il se trouve qu'il est contredit par les textes mêmes de la démocratie représentative actuelle. Cet intérêt général, qui est comme un concept flottant au-dessus de notre droit public, trouve paradoxalement des applications très très précises dans le règlement administratif. Par exemple, le règlement administratif, l'annexe 5 de la circulaire du 18 janvier 2010, qui indique quelles sont les conditions pour qu'une organisation soit reconnue d'intérêt général. Donc là, on n'est plus dans le maniement des concepts, on est dans la lecture de ce qui est réellement écrit dans le corpus législatif actuel. Pour avoir aujourd'hui la reconnaissance d'organisation d'intérêt général, d'une association par exemple, il faut que le but de l'association ne soit pas lucratif. Alors il y a trois principaux critères. Le but de l'association ne doit pas être lucratif, la gestion de l'association doit être désintéressée, et l'association ne doit pas être limitée à un cercle restreint de personnes. Eh bien c'est tout simplement la définition, ça pourrait être en tout cas la définition de ce que sont les agoras. Le but de l'action du travail des agoras n'est pas un but lucratif. La gestion des agoras est désintéressée, à savoir que les citoyens qui vont fabriquer la loi dans les agoras ne sont pas rémunérés, contrairement aux personnes qui aujourd'hui fabriquent la loi et qui sont payées pour le faire, qui sont rémunérées, qui ont donc un retour, une contrepartie financière de leur travail. Et enfin, troisième critère édicté toujours par le règlement administratif de notre civilisation industrielle en France, l'association ne doit pas être limitée à un cercle restreint de personnes. C'est
le cas des agoras. Les agoras ne sont pas limitées à un cercle restreint de personnes, elles sont ouvertes à tous les citoyens. Alors que l'Assemblée nationale, elle, est limitée à un cercle restreint de personnes. Le Sénat est limité, lui, à un cercle restreint de personnes. Et tout le corpus réglementaire et l'ensemble des décrets qui sont pris par les hauts fonctionnaires de l'État, préfets, ministres, c'est également un cercle restreint de personnes. Et enfin, ne pas oublier les lois européennes, les règlements européens auxquels nous sommes contraints, qui émanent également d'un cercle restreint de personnes. Donc, si on regarde tout simplement la définition technique de l'intérêt général tel qu'il est décrit dans nos textes législatifs, on s'aperçoit que, d'une part, les agoras tels que nous les décrivons rentrent à 100% dans le cadre de l'intérêt général, donc elles sont reconnues de par l'application de cette circulaire du 18 janvier 2010, elles doivent être reconnues d'intérêt général, et que toutes les décisions qui sont prises par des préfets, par des technocrates à Bruxelles, par des ministres et par le groupuscule de l'Assemblée nationale ne sont pas, au regard de cette directive, d'intérêt général. Merci.